Bonjour à toutes et tous, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Anthropocène. Nous sommes en direct de ALF à Lyon, lieu ressource, lieu de production et de diffusion des pratiques contemporaines créé par l'agence d'architecture LFA. Nous clôturons ce soir un cycle de rencontres qui est diffusé en public et en streaming, qui s'intitule « Faire avec le monde, livre et architecture ». Ce cycle a été imaginé par les éditions 205 et Cité Anthropocène, avec le soutien du Centre national du livre, en partenariat avec LFA, Archipel commun et la librairie L'Œil Cacodilate, au sein d'une exposition derrière nous qui sera déployée un peu mieux à la fin de la rencontre, imaginée par 205 Terre. Avec nos trois invités, nous allons explorer comment le changement global dessine de nouvelles priorités pour le livre et l'architecture, comment penser, concevoir, transmettre dans un monde où les ressources s'épuisent, où les imaginaires se resserrent et où la question du vivre avec devient centrale. L'idée de cette table ronde est de croiser les regards entre architectes, artistes et chercheurs pour interroger les dimensions sensibles et politiques de nos pratiques et comprendre comment elles peuvent être des lieux d'inventivité où s'imaginent de nouvelles manières de cohabiter. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Frédéric Bonnet, architecte. Vous avez fondé en 2003 avec Marc Bigarnet l'agence Aubras, qui combine architecture, infrastructure, urbanisme et paysage. Vous avez publié de nombreux textes sur l'entrelacement des échelles territoriales et architecturales. Vous enseignez à l'Académie d'architecture de Mendrisio, dans le Tessin, en Suisse, et vous dirigez le master transition à l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne. En 2014, vous avez reçu le Grand Prix de l'urbanisme. Lucille Haute, artiste, docteur en arts plastiques, maîtresse de conférences en design à l'université de Nîmes. Vous êtes chercheuse associée à NZAD Lab, qui est le laboratoire de recherche en art et en design de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Vos travaux portent sur des formes hybrides de récits, textes, performances, installations, vidéos, sur le livre d'artistes et les éditions d'art imprimé et numérique, sur le design d'objets éditoriaux dont les supports ou les processus de conception impliquent un mélange entre des technologies physiques et numériques. David Piovesan, maître de conférence à l'université Jean Moulin à Lyon, vous conduisez un projet de recherche au laboratoire Magellan sur les transformations culturelles et notamment des économies du livre. Ancien libraire dans le Vercors, vous avez mené une enquête sur l'évolution de la librairie indépendante dans 23 pays européens. Ce grand tour d'observation vous a conduit à la rencontre d'actrices et d'acteurs de la filière du livre, libraires, mais aussi éditeurs, traducteurs, agents, écrivains et responsables d'associations. Et il a donné lieu à une publication en anglais chez Routledge, juste là, au mois d'octobre. Donc, merci à tous les trois d'être présents, merci au public pour votre présence. Et je précise aussi que les personnes qui nous écoutent en streaming pourront eux aussi poser des questions à la fin de cet échange. Pour ouvrir la discussion, je voulais vous proposer de remonter le temps jusqu'en 1972, point de départ symbolique pour situer nos pratiques face au changement global. Cette année-là, le rapport de Donella et Denis Meadows au Club de Rome, les limites à la croissance dans un monde fini, identifie pour la première fois la perspective d'un basculement systémique au milieu du XXIe siècle. Autour de cette année 72, un débat s'ouvre parmi les penseurs du design, Germano Celant, Thomas Maldonado, Victor Papanek, qui discutent autour de la possibilité d'un design affranchi du dogme de la croissance. Et tous pressentent que les effondrements à venir créeront des configurations inédites du monde dans lequel le design a toute sa place à jouer. 50 ans plus tard, les conséquences d'une croissance exponentielle dans un monde fini ne relèvent plus de la prédiction. La science en dresse le constat: épuisement des ressources, dégradation des écosystèmes, événements climatiques extrêmes, déséquilibres sociaux, économiques, géopolitiques sont désormais notre quotidien, rythmé par de nombreuses crises. Frédéric Bonnet, votre ouvrage « La Terre qui reste », qui est paru cet automne aux éditions 205 dans la collection Cailloux, s'ouvre sur cette conscience de l'anthropisation du monde
Il y a près de 10 000 ans, donc à la fin de la dernière glaciation, on inventait l'agriculture, la domestication, l'élevage, la sédentarisation. Cette trajectoire, elle s'est globalisée à la Renaissance avec les plantations. Elle s'est décuplée lors de la révolution industrielle avec la mécanisation. Elle s'est précipitée depuis 1950 avec ce terme que le géochimiste Will Stephen nomme la grande accélération. Le mot néolithique, âge de la pierre polie, illustre parfaitement la conquête, en tout cas la quête d'optimisation et d'ingénierie pour le contrôle colonisateur de nos milieux. Et dans votre livre, vous utilisez un terme, vous appelez le théorème de Caterpillar, du Caterpillar. Vous en servez justement pour parler de ce contrôle colonisateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors c'est une évocation de notre rapport à la technique et de la manière peut-être dont il se modifie. Parce que la question de l'outillage dans la fabrication des choses et dans la transformation des milieux, c'est quelque chose qui est très très ancien. Et ils n'ont pas toujours été élémentaires d'ailleurs, ils étaient parfois très sophistiqués. Et donc la technique a été une médiation formidable en fait. Et puis, il y avait toujours une économie de moyens, un rapport entre l'effort et l'effet qui était particulièrement... parce que la quantité d'énergie disponible était faible, en fait. Donc, il y avait une sorte d'effort relativement modéré jusqu'à ce qu'on ait les énergies fossiles, l'usage des énergies fossiles avec des moteurs extrêmement puissants. Donc, le Caterpillar, qui est une marque de bulldozer, en fait, qui date du début du XXe siècle, voire même un petit peu avant, je pense, et qui commence en fait, donc Caterpillar ça veut dire chenille en anglais, parce qu'il y avait les grosses chenilles, et on arrive tout d'un coup à des puissances, des niveaux de puissance absolument extraordinaires, avec des coûts d'énergie très faibles. C'est-à-dire qu'avec peu d'argent, on peut faire des choses absolument colossales. Donc c'est évidemment une image, il n'y a pas que les Caterpillars, mais... Et donc on est encore dans un paradigme où la transformation, en gros, tout ce que le Caterpillar peut faire, faisons-le, quoi. Enfin, en gros, c'est ça le théorème du Caterpillar. Si on peut le faire, faisons-le. Et donc on arrase des montagnes, on fait à peu près tout ce qu'on veut. Il y a une espèce de liberté totale, pratiquement. Il n'y a pas de limite. Alors qu'on sait justement qu'il y a des limites. Et donc là, aujourd'hui, se pose la question de comment on revient à non pas des outillages moins sophistiqués, parce que moi je pense que le rapport à la technique reste quelque chose qui, de toute façon, mérite d'être questionné, d'être interrogé. Mais tout d'un coup, on se pose la question de cette économie de moyens, quoi, de comment on revient dans des économies de moyens plus soucieuses, finalement, de ce qui avait été évoqué, enfin, finalement, révélé de manière très scientifique à l'époque, dans cette étude de 1972 sur les limites de la croissance. Donc, c'est pas tant une question de croissance qu'une question d'énergie, en fait, d'arriver à réduire la quantité d'énergie qu'on met à disposition pour transformer le monde, quoi. Une question d'équilibre entre nos activités, les activités humaines et les milieux. Et vous rappelez aussi que les textes fondateurs finalement de l'architecture, que ce soit Vitruve, Alberti, Palladio, évoquaient déjà la mesure, l'économie de moyens, la compréhension des systèmes de ressources, la sobriété de leur exploitation, l'intelligence des sites, la nécessité des synergies. Et aujourd'hui, le secteur de la construction et le fonctionnement des bâtiments sont à l'origine de près d'un cinquième des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ils consomment des matières non renouvelables et ils génèrent de multiples formes de pollution. Et donc face à ce constat, vous proposez, pour redonner finalement sa capacité de résilience à nos territoires, une inversion des lois de la statique vers l'étude des dynamiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mouvement ? Oui, enfin, je pense que alors c'est un peu complexe, c'est même plus qu'un cinquième, parce qu'en fait un cinquième c'est ce qu'on construit, mais le milieu habité tel qu'il est organisé aujourd'hui, si on prend en compte les mouvements, c'est-à-dire les flux, le transport, quoi, en quelque sorte, c'est beaucoup plus que ça, c'est presque la moitié des émissions. Donc on est vraiment, la question de l'environnement humain, de l'habitat humain, a un impact absolument colossal sur ces questions. Donc moi, je pense que c'est une interrogation, moi aussi, sur notre propre discipline, l'architecture, qui est toujours pointée du doigt comme étant effectivement très négative dans son côté un peu colonisateur, où on fait des choses, il n'y a rien avant, il y a quelque chose après, il y a une espèce de transformation qui peut être parfois vécue comme étant brutale.
et qui, historiquement, c'est quand même un art c'est plutôt un art de la permanence, de l'édification, quoi, de la stabilité, et qui était en opposition avec la question du sol, la question de la nature, la question du vivant. Et je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de reconsidérer ça, et pas forcément de réinventer quelque chose, parce que c'est des choses qui existaient. Il y a beaucoup de textes, alors je parle d'Alberti et tout ça, parce que je pense qu'à cause de l'économie de moyens qui était obligatoire à l'époque, parce qu'il y avait peu d'énergie et il ne fallait pas se tromper, quoi. Il y avait une prise en compte, par exemple la question du climat, elle était très très présente dans tous ces textes, énormément présente. On ne pouvait pas artificialiser à l'extrême, donc on était obligé de faire avec, de bricoler quelque part et d'être astucieux. Et donc de détourner, de réutiliser, etc. Les villas palladiennes, c'est des outils climatiques, par exemple. Au XVIe siècle, où on savait créer de la fraîcheur à l'intérieur d'un ventilant, etc. Et les traités parlent de ça. Donc, et ça, c'est de la dynamique, c'est-à-dire c'est par où l'air passe, par où l'air circule, comment les choses changent, comment on est en rapport avec les saisons, avec des phénomènes en fait qui n'ont rien à voir avec la question statique de comment une pierre tient sur une autre pierre, quoi. Et donc, combiner ces deux compréhensions, celle de la dynamique et celle de la statique, je pense que ça me paraît être une sorte de devoir intellectuel majeur. Ça remet au centre non seulement le mouvement et la vie, quoi, au centre de préoccupations où elles étaient à peu près absentes jusqu'à présent, mais ça remet aussi la question de l'incertitude et de la manière dont nous-mêmes, en tant qu'humains, on arrive à s'adapter au fur et à mesure en fait, du temps à des situations qui sont nécessairement changeantes, quoi. Donc, pour moi, ça transforme complètement la discipline et c'est intéressant quand même de regarder ce qui a été écrit avant et ce qui se faisait à une époque où il n'y avait pas le Caterpillar, justement, et où on travaillait peut-être légèrement, on travaillait différemment. Voilà. Merci. Lucie Lhautte, j'aimerais votre regard sur la manière dont Bruno Latour soulignait la nécessité des arts pour faire face à ces situations de troubles dont nous parlons, d'incertitude, comme dit Frédéric. Est-ce que finalement Bruno Latour, il reconnaissait aux arts leur capacité singulière à ouvrir des possibles, à renouveler des formes de compréhension et de connaissance d'un monde complexe, à transformer les sensibilités d'une époque? Et dans votre recherche, vous expérimentez des formes de narration qui passent par l'expérience visuelle, corporelle, spatiale ou interespèce. Vous parlez de la performance artistique comme d'un débordement de possibles. Selon vous, comment les pratiques artistiques peuvent-elles incarner des voies alternatives au catastrophisme, à l'inertie? Est-ce que on pourrait dire, pour reprendre les mots de Donna Haraway, que ces pratiques sont des fictions qui changent le monde? Donna Haraway, elle utilise ce terme-là pour parler du cyborg. Elle nous dit que le cyborg, c'est notre ontologie, c'est un mélange de technologie et de biologique, et c'est une fiction qui change le monde. Ça rend le monde impropre. Ça nous fait conscientiser le fait qu'on est des mélanges de choses. Et donc elle pose ça pour l'humanité dans son ensemble. Oui, je pense que les formes artistiques, les œuvres, les performances, mais aussi les œuvres plastiques, les installations, même la peinture, enfin toute forme plastique, c'est un point de départ indispensable, nécessaire pour pouvoir aborder certaines questions sur une voie sensible et qui ne soit pas uniquement par la voie justement consciente. Si on lit le rapport Meadows, on conscientise un ensemble de problèmes, mais on peut être tétanisé une fois qu'on en est là. Donc dans ma pratique d'artiste, effectivement, j'essaie de développer un autre chemin pour essayer d'aller dans les mêmes types de directions pour que ça nous meuve, pour amorcer un mouvement. Et donc en particulier, ces dernières années, je travaille sur les relations interespèces, en particulier des espèces microscopiques dont on est complètement dépendant, mais qu'en fait on ne voit pas du tout. Je ne suis pas la seule à m'être intéressée à ça. Il y a des chercheurs, des chercheuses, d'autres artistes, enfin on est un grand nombre de personnes à essayer de conscientiser nos dépendances interespèces, aussi pour pouvoir les choisir et ne pas considérer que le modèle actuel plutôt hygiéniste, qui a été nécessaire, je ne dis pas non plus qu'il faut arrêter les vaccins, loin de là,
mais qu'on est peut-être allé un tout petit peu trop loin, un peu comme vous le disiez tout à l'heure, l'architecture est peut-être un peu pris trop l'habitude de faire des choses hyper efficaces et toujours parfaites, et voilà, au détriment peut-être d'une relative mesure. Donc j'ai travaillé en particulier avec des cultures microbiennes de kombucha. J'ai commencé par juste vivre avec. Vraiment, au départ, c'était pas du tout du kombucha. Oui, j'entendais. Alors, le kombucha est une boisson fermentée. C'est une symbiose de bactéries et de levures qui vivent ensemble, qui sont codépendantes les unes des autres. On fait fermenter du thé sucré, ça vient de Chine, c'est beaucoup bu en Russie. On en a trace en Europe depuis seulement je crois que c'est au XVIIIe siècle qu'on a la première peinture qui montre du kombucha, et puis la documentation plutôt scientifique, c'est un peu avant, mais voilà, on l'appelle champignon du coup de thé, mais c'est une erreur parce qu'il n'y a pas que du champignon, et puis surtout ce qu'on arrive à voir nous les humains quand on voit le kombucha, c'est cette espèce de couche gélatineuse qui est à la surface, qui flotte à la surface, et ça en fait c'est la maison des bactéries acétobactères. Et les bactéries acétobactères, c'est même pas elles qui font la fermentation, c'est les levures en dessous qui font la fermentation. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est pas les micro-organismes. C'est que ces micro-organismes, et encore une des espèces qui sont là en train de vivre tout ensemble, ont fabriqué. Et donc moi, je vis avec. Je viens récemment de remettre en place une culture parce que j'en avais plus pendant un temps. Et en fait, ce qui m'intéressait en vivant avec, c'était d'essayer de voir à quel point je peux avoir à un moment une empathie qui se développe avec ces choses que je ne peux pas percevoir. Comment on peut fabriquer, construire volontairement une empathie avec des espèces vivantes qu'on ne peut pas percevoir directement. On est complètement codépendant de tout un tas de microbes. Il y a ceux qui sont dans nos intestins. Enfin, c'est pareil, il y a plein de gens qui vont travailler là-dessus. Je ne vais pas répéter les travaux des autres, mais... Donc mon kombucha, ce que j'en fais à un moment donné, c'est des talismans cosmiques. C'est-à-dire que je prends ces celluloses, là, ce blob, cette chose visqueuse, que je dispose sur des plaques de verre et que je mets à sécher. Et là, en général, les retours que j'ai eus à plusieurs reprises, c'est que c'est beau. Alors, ça fait plaisir, parce que quand on est artiste et qu'on fait des choses belles, on se dit qu'on n'a pas rien foutu de sa journée. Mais ce qui m'intéresse à partir de là, c'est que du coup, ça ouvre une discussion sur ces questions de dépendance interespèce, de dire « Ah, là, il y a cette bactérie, ces levures, elles sont codépendantes. Et puis nous, en fait, nous sommes aussi codépendants d'autres espèces. » Et ça ouvre la possibilité, par une voie justement qui est plus adoucie que la pure conscience qui viendrait par la raison nous dire que maintenant, il faut faire autrement. Là, en fait, on ouvre une autre voie. Maintenant, quand il s'agit de changer le monde... il ne suffit pas d'avoir une expérience esthétique plaisante face à une œuvre. Il faut agir à d'autres échelles. Si nous avons transformé le monde dans une direction qui permet aujourd'hui de considérer que l'espèce humaine dans son ensemble transforme la planète dans une direction qui va peut-être faire disparaître les formes de vie telles qu'on les connaît actuellement, en fait, on a besoin d'utiliser les mêmes échelles pour pouvoir réparer ce mouvement-là. Et c'est là où, en fait, on doit sans doute quitter le monde de l'art pour aller vers le monde du design. Et c'est là où je suis fort heureuse d'être un peu dans ces deux mondes à la fois. Ces expériences qui sont voilà, des médiations, finalement, ça rejoint le livre, parce que le livre est un passeur, lui aussi, d'imaginaire, de savoir, de beauté, d'émancipation. Et c'est un objet singulier parce qu'il a 3 dimensions. Il est une dimension matérielle, sociale et symbolique. Mais lui aussi, en fait, il n'a pas échappé à la grande accélération. En quelques décennies, l'édition s'est concentrée, elle s'est financiarisée, elle s'est massifiée. Et si on prend l'exemple de la France pour saisir l'ampleur de cette évolution, 89% du chiffre d'affaires de l'édition est réalisé par les 10 plus grands éditeurs. Parmi ces 10 éditeurs, seulement 3 Hachette Livres, Editis et Média Participation détiennent 62% du marché. Un phénomène qui a encore été amplifié par l'arrivée de géants comme Amazon, dont la puissance logistique et algorithmique a profondément bouleversé toute la chaîne du livre. Dans le même temps, le nombre de titres a triplé
En 25 ans, on est passé de 39 000 titres parus à 100 000. Pourtant, 70% des ventes se concentrent sur à peine 15% des titres. Et en réalité, chaque année, un livre sur 4 reste invendu. Près de 15% de la production est pilonnée. Derrière ces chiffres, ce sont des métiers qui se fragilisent. On a pu observer via la Fédération des éditions indépendantes un peu plus de 2200 éditeurs cette année, mais dont l'espérance de vie ne va pas dépasser 5 ans. David Piovesan, dans cette tension entre surproduction et fragilité, quel chemin on pourrait trouver pour emprunter et finalement une voie, une filière plus durable ? Ben moi, j'ai envie de dire qu'on peut faire un peu le même genre d'expérience que Lucille a faite avec son kombucha, finalement. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire un pas de côté et de regarder la réalité qu'on vit ou qu'on subit d'une autre façon. Moi, c'était le sens de mon projet de recherche. Je suis allé visiter 22 pays. Alors, il y a 23 pays dans le livre, dont la France. Et alors, j'ai essayé de regarder la France avec des yeux pas de français, mais c'est un choc culturel quand on se dit c'est quoi la librairie ou c'est quoi les éditeurs finalement dans d'autres pays. Bah, ça nous amène à se re-questionner et à se dire bah, finalement il y a d'autres façons de faire. Ce qu'on imagine comme étant normal, en fait c'est juste le fruit d'une histoire, d'un rapport de force. Et je me disais tout à l'heure 72, c'est le rapport Meadows, mais c'est exactement le moment où il y a une transformation dans le monde du livre, enfin dans l'économie du livre à la française. Les grands outils de distribution du livre, je ne parle pas des éditeurs, je parle des outils de distribution, c'est-à-dire, pour ceux qui sont dans les filières du livre, la Sodis, UD, Interforum, donc les acteurs qui vont faire la distribution, ils se mettent en place dans les années 70. C'est le moment où on ne se dit pas du tout le monde, il y a des limites finies, et on crée un système où il n'y a pas de friction. On crée un système où le livre, il est publié, il est tout de suite sur la table des libraires. On crée des autoroutes avec l'objectif qu'il y ait justement quelque chose qui soit hyper fluide, qu'il n'y ait pas de contraintes, que ça ne soit pas compliqué et que tout ça soit dans un monde le plus naturel possible. Hein. Le contrat, comment est-ce qu'on achète un livre quand on est libraire ? C'est quelque chose on ne le voit pas, le contrat. L'acte d'achat, il n'existe pas. Tout ça est très impalpable. Et du coup, aujourd'hui, en 2025, les choses ont un peu bougé, mais finalement, on est encore prisonnier de ce système-là. Et c'est un modèle du flux. C'est des flux. Et ces flux-là, eh bien, finalement, ils nous enferment. Ces flux-là, ils sont responsables des chiffres vertigineux dont vous parlez, le nombre de livres, le nombre de nouveautés. On est dans la semaine de tous les prix littéraires. Alors on est très content pour Laurent Mauvigné, pour Emmanuel Carrère et pour Natacha Apana, c'est évident, mais un prix Goncourt aujourd'hui c'est entre 200 000 et 500 000 exemplaires. C'est formidable pour Laurent Mauvigné, qui est vraiment un auteur que je lis depuis son premier roman en 99, donc je me réjouis pour lui. Mais en même temps, si on prend un peu de distance, il faut se dire qu'à côté de lui, il y a des tas d'auteurs et d'éditeurs qui ne vont pas exister. Donc c'est ce système de flux comme ça et de vitesse, il nous empêche de réfléchir. Donc une façon de résister, c'est de faire un pas de côté, de regarder le système différemment d'ailleurs, et puis c'est de prendre le temps. C'est facile de dire ça, mais l'éloge de la lenteur, je pense que c'est vraiment aussi quelque chose qui est important. Et réintroduire de la lenteur, il y a plein d'expérimentations qui ont été faites ces dernières années. Je pense à la trêve des nouveautés, par exemple, qui a été un mouvement impulsé par des libraires. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire pour changer le système, mais c'est une réponse à cette préoccupation. De dire, on arrête de prendre des nouveautés. Ça ne veut pas dire que dans ces livres de nouveautés, il n'y a pas des choses bien. Forcément, il y a des livres qui sont magnifiques. Mais dans tous les livres qu'on a dans la librairie, il y a des choses qui sont extraordinaires, qu'on n'a pas vues, parce qu'on est pris par cette course et qui nous rend aveugles en fait, à tous les trésors qu'on a. Je vois là sur une étagère un livre qui s'appelle Durer. Mais quel défi aujourd'hui pour un libraire ou pour un éditeur ou pour un auteur de durer dans une économie qui privilégie la vitesse et l'accélération constante. Et moi, je rajouterais un truc, c'est que c'est aussi une économie de la nouveauté. C'est non seulement il faut aller vite, mais il faut sans arrêt produire de la nouveauté.
Et cette nouveauté, elle empêche au livre de durer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, j'ai essayé de faire des liens avec l'histoire du kombucha, et qui me semblait... ça marche aussi, cette métaphore, je trouve, pour l'économie du livre. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est le fait que vous pointiez le livre de Pierre Quay, donc Durée, puisque c'est tout à fait juste. Pierre Quay était présent donc, pour la précédente rencontre de ce cycle. Et en fait, il rappelait que tout système productif a des effets spatio-temporels et que ces effets, ils déterminent notre rapport au monde. Le sens du temps et le sens de l'espace, ça conditionne à la fois nos perceptions et nos conceptions. C'est là, selon lui, tout le sens de la disruption. Les choses vont trop vite pour qu'on puisse les spatialiser, les temporaliser. On vit dans l'oubli de l'espace et du temps. On veut réduire les distances, les délais. Finalement, c'est une forme d'instantanéisme qui exige que le monde nous soit offert au doigt et à l'œil. Et à rebours de cette accélération, vous parliez donc de la trêve des nouveautés, donc qui a été largement initiée par l'écologie du livre. Et cette écologie du livre, je voulais vous entendre là-dessus, David, parce que elle invite donc à penser l'ensemble des actrices et acteurs du livre et de la lecture et de leurs interactions comme s'ils formaient un écosystème, donc un milieu de vie où en fait, il y a tout un réseau d'interdépendance. Et je me disais, en fait, on passe des extractions aux interactions. Et il y a ce parallèle comme si on basculait en fait, du temps vers l'espace. Est-ce qu'on pourrait dire que l'écologie du livre, finalement, c'est un peu ce proverbe qui dit seul on va vite, mais ensemble on va loin. Seul on va vite, c'est le temps, et ensemble on va loin, c'est l'espace. Moi, j'ai l'impression que libraires, mais éditeurs et auteurs, c'est un combat pour rendre les livres vivants, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui tombent dans l'oubli, en fait, hein. Les livres, pour qu'ils soient vivants, il faut les mettre sur les tables, et on sait que là, on est en novembre, et puis en janvier, il y a une nouvelle rentrée littéraire, et puis en avril aussi, et puis en avril, il faudra acheter les livres qu'on va avoir en septembre, parce qu'il y a une nouvelle rentrée littéraire qui arrive. C'est une course sans fin. Il y a un côté très joyeux, parce que c'est un peu Noël tout le temps, on ouvre des cartons avec des nouveaux livres, donc ça c'est magique. Et en même temps, il y a un côté un peu désespérant, parce que finalement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de lire des classiques. Et puis les livres, on les oublie, et quand on les met en rayon, le livre il disparaît, et il n'est plus là. Donc aller vite, c'est quelque chose qui est malheureux finalement, et qui ne permet pas de faire durer les livres. Et donc aller loin, moi je pense qu'aller loin, pour aller loin, il faut aller plus doucement. Si je reviens à votre proverbe là, pour aller un peu plus loin, il faut aller plus doucement, il faut peut-être aller ailleurs. Regarder comment ça se passe ailleurs, dans d'autres pays, mais aussi dans d'autres secteurs, hein. Peut-être que ce qui se passe dans le secteur de l'agriculture, il y a des mouvements, le slow farming, le slow wine, le slow food, tout ça, c'est la même... On voit finalement qu'on partage avec ces secteurs qui ne sont pas des secteurs culturels, mais dans lesquels il y a une part de création quand même importante. Finalement, on partage beaucoup avec le livre. Donc, c'est pas une idée nouvelle, hein, le slow book ou aller plus doucement. Mais je trouve qu'elle revient, sur le devant de la scène. Et je pense que pour faire ça, il faut de l'action collective. Je reviens à cette idée d'interaction que vous pointez. Il faut de l'action collective, peut-être pas tellement professionnelle, il faut de l'action collective interprofessionnelle. Et il y a des liens entre libraires, éditeurs, auteurs, traducteurs, je veux dire, tout ce qui se passe aujourd'hui dans les transformations des métiers de la traduction ou de l'impression. Et là, pour le coup, vraiment, il y a quelque chose d'important à faire. Si chacun combat dans son coin, c'est bien, mais peut-être que le changement systémique ne sera pas suffisant. Donc, il faut de l'action collective interprofessionnelle. Et pour faire ça, il faut du temps. Du temps dans un système aussi où les enjeux économiques sont hyper prégnants. Comment avoir du temps aujourd'hui en librairie pour lever le nez et réfléchir, hein. Inviter des libraires à une journée de réflexion,
pour penser le monde de demain, c'est sacrément difficile parce qu'ils sont en prise avec ce qui se passe dans leur commerce. Hein. On sait que c'est le commerce le moins rentable de France. Je fais mon libraire de base là. On sait que c'est le commerce le moins rentable de France, 1% de rentabilité depuis très longtemps. Et on dit en 2025, ils vont encore plus mal que ça. Ils vont encore plus mal qu'avant. Comment c'est possible que le commerce le moins rentable de France aille encore plus mal ? Au bout d'un moment, elles sont peut-être pas si résilientes que ça, ces librairies. Alors j'aimerais qu'on aborde un peu le livre numérique, ou en tout cas le numérique, parce que des chercheurs ont montré combien, c'est d'ailleurs ce que vous disiez, Lucille, les mémoires phénoménologiques, celles qui s'inscrivent dans les expériences vécues, les émotions, les sensations, jouent un rôle essentiel dans notre attachement aux écosystèmes. Contrairement à la mémoire logico-scientifique, ces mémoires sensibles transmettent des valeurs, des récits, des imaginaires qui rendent les enjeux écologiques plus concrets, plus incarnés, plus partageables. Et je me demandais si dans les outils et les médias numériques, ils pouvaient contribuer finalement à une transmission sensible qui permettent des expériences de lecture singulières telles que l'hypertexte, qui questionne des schémas classiques du récit. Qu'est-ce qui, d'après vous, se joue dans ce passage entre finalement la traduction d'un monde à l'autre, le passage de l'écran au papier et inversement du papier à l'écran ? En fait, le modèle de l'hypertexte, il vient matérialiser différemment quelque chose qui existait déjà dans le livre imprimé. Le fait d'avoir des index, des tables des notes, des appels de notes, etc., ça existait déjà dans le livre imprimé. Mais c'est vrai que ça va devenir l'essence même de toute chose numérique, toute page web, tout ce monde-là. Quand j'ai travaillé autour du livre numérique, c'était pas avec une approche de sciences cognitives qui va regarder ce qui se passe dans le cerveau quand on regarde une page web par rapport à une chose imprimée. C'est pas cette approche-là. C'est une approche auprès des praticiens et auprès des gens qui font ces objets culturels-là. Donc, il y a eu notamment un travail avec des éditeurs de livres numériques et notamment la Réunion des musées nationaux, qui est quand même l'éditeur de livres d'art principal en France, tout simplement parce qu'ils éditent déjà tous les catalogues d'exposition de nos musées nationaux. Et à partir de 2010, ils se sont mis à développer du livre numérique. Pourquoi 2010 ? Parce que c'était l'année de la sortie de l'iPad aussi. Et dans un premier temps, ils se sont rendus compte que les limitations techniques je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais les limitations techniques des logiciels de lecture de livres numériques dans l'iPad en l'occurrence empêchaient un certain nombre de choses de pouvoir être faites correctement. Grosso modo, vous aviez un livre qui lag quand vous tournez la page. Et ça, c'était pas possible pour la RMN. Eux, ils me disent, on fait du beau livre. On fait des livres avec une certaine facture, avec un soin apporté aux qualités d'impression, à la reliure, à la main du papier, etc. Si on se met à faire du livre d'art en numérique, on doit être dans du beau livre numérique. Donc on va ne plus être du tout sur les mêmes critères de qualité, mais il va falloir en trouver d'autres. Et clairement, un livre qui lag, ça ne peut pas être un beau livre. Donc il va falloir que le rapport à l'objet numérique, du coup, je perds un mot, toute la gestualité qu'on va avoir, il faut qu'elle soit fluide. Et donc à partir de là, ça va amener à aller dans une direction sur les choix techniques qui vont se passer, qui était en fait une stratégie voulue par Apple à ce moment-là, qu'on fasse des applications libres et non pas qu'on puisse utiliser des standards libres et ouverts pour pouvoir faire de l'édition numérique. Où ça nous amène ces questions, c'est qu'en fait, elles étaient présentes dans le livre numérique. Donc le livre numérique, c'est quand même quelque chose qui s'est bien développé maintenant. Il y a une part de marché, si je me souviens des chiffres du syndicat national du livre, qui est maintenant à peu près 20% de personnes lisent des livres numériques. Il y a une part non négligeable parmi ces 20% qui sont des gens qui vont lire du livre numérique via des abonnements, soit des abonnements sur des plateformes où chaque semaine, chaque mois, vous avez des nouveaux livres numériques à consulter gratuitement parce que vous payez votre abonnement, soit via les bibliothèques.
Mais cette part, elle a évolué, elle est stable. En fait, par exemple, il n'y a pas eu de pic avant, autour ou après le Covid. C'est resté autour de ces chiffres-là. Et là, les 20%, c'est ceux de 2024. Mais c'est quoi ces 20% de livres numériques qui sont lus, en fait? Ils sont extrêmement standardisés. Toutes les expérimentations qui ont été faites avec la RMN entre 2010 et 2014, c'est fini, toutes ces choses-là. Toutes ces petites pépites-là, vraiment avec des articulations texte-image ou multimédia qui étaient vraiment précises, ça a disparu. Ces modèles-là, ils ont disparu. On est revenu sur un standard de livres numériques. Je voulais en citer un pour vous donner un exemple. C'est Fréquence de Célia Houdard avec André Baldin, géographisme, et Sébastien Roux sur le travail multimédia. Et il y a une chose fantastique dans ce livre-là, qui sort au départ en format application pour iPhone en 2010. Il y a une chose fantastique, c'est l'articulation entre le texte lu, donc sonore, là, comme je vous parle, et du texte à lire dans votre écran. Et ça, c'est hyper casse-gueule. Si vous essayez de mettre en même temps du texte où c'est le lecteur qui doit lire, et en plus vous avez de la voix, vous avez en fait un média sur lequel vous n'avez pas de prise, c'est un flot de temps, c'est le fichier sonore qui est en train de se lire, et vous avez au contraire la page de texte imprimé où vous pouvez décider de passer 20 minutes sur un haïku si vous le souhaitez, ou au contraire de le lire en diagonale. Et ça, en termes d'expérience pour le lecteur, c'est un truc. Normalement, ces deux médias ne se rencontrent pas. Et là, il y a une chose très intelligente qui a été faite, c'est le fait d'avoir un curseur à l'horizontale qui vienne vous indiquer où on en est dans la lecture, et où ce fichier sonore, vous le visualisez, vous regardez YouTube, vous écoutez de la musique, donc vous voyez le curseur sur une bande horizontale. Bon, cette bande horizontale, au lieu qu'elle soit en continu, vous allez venir maintenant la découper comme du texte biffé, et vous la disposez dans la page. Et là, ça y est, on a une réconciliation dans la page qui nous permet de faire le lien entre le texte à lire et le texte lu. Et à certains moments, il y a des phrases que vous avez, vous, à lire. Et il y a les deux ensemble disposés dans la page. Ça, c'est une résolution en termes de design graphique et interactif d'un problème qui, normalement, n'était pas soluble, de comment je mélange ces deux types de registres de documents à consulter. Et le dernier point que je voulais aborder sur la question de ces outils et médias numériques, c'est que là, je viens de vous parler du livre, de l'objet livre, de ces formats. Mais peut-être qu'on va y venir aussi, c'est la question de quels sont les outils qui sont utilisés pour faire les livres, qu'ils soient numériques ou non. Et là aussi, on a de la standardisation. Et là aussi, on a des hégémonies de quelques acteurs, en fait de un, qui est Adobe, avec un ensemble logiciel. Et ça aussi, ça produit de la standardisation sur les formes qui sont produites, qui sont fabriquées par les designers graphiques. Ça change même leur statut, puisque avec la fin de la licence que vous pouviez acheter et posséder et le passage en modèle de l'abonnement, on n'est plus tellement des designers graphiques quand on utilise ces logiciels-là, on devient des utilisateurs, des usagers, mais on perd en fait le contrôle qu'on pouvait avoir sur la maîtrise de nos outils, en fait. Je pense qu'on peut faire le parallèle. Oui, David, avec aussi les outils de l'architecte. Oui, David. Je voulais juste rajouter un petit mot sur le livre électronique pour dire qu'effectivement, il y a la question de la dématérialisation du support. Mais tu parlais de l'amont, les outils pour les fabriquer, mais on peut parler de l'aval, les outils pour les distribuer, pour les vendre, et donc la dématérialisation des tuyaux, on pourrait dire. Et qu'aujourd'hui, le livre électronique, il s'achète où ? Il s'achète sur des plateformes, sur Amazon, mais finalement sur toutes les plateformes, qu'il s'agisse d'un livre électronique ou de l'audio, finalement, ça revient un peu la même chose. Et ça, je trouve que c'est une question qui est très importante, c'est que le livre, il n'existe que par un canal d'intermédiation, et la plateforme, c'est un intermédiaire d'achat, mais elle ne va pas faire le même travail qu'un libraire ou qu'une grande surface culturelle. Et donc, au final, on ne va pas lire, on ne va pas acheter, on ne va pas consommer les mêmes livres qu'on les achète chez un libraire ou une grande surface culturelle et sur une plateforme. Et au final, on parle de bibliodiversité. Dans un cas, on va avoir des acteurs qui vont promouvoir, qui vont recommander des livres très différents, des livres qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils sont moins connus, ils ont moins eu de prix littéraires, c'est des petites maisons d'édition, c'est des primo-romanciers, c'est des sujets hyper compliqués. Et puis, sur une plateforme, et ça, il y a beaucoup d'études qui montrent ça, sur une plateforme,
ces livres-là, ils n'existent pas. Donc le livre électronique, il induit aussi ça quelque part, parce que son canal de distribution privilégié, c'est la plateforme dématérialisée. Oui. J'aurais bien prolongé, parce que bravo à vous de nous mettre dans cette situation un peu, au départ, inconfortable. Je me disais comment on va finalement partager nos mots et nos positions. Cette question de la standardisation, elle est centrale aussi dans la question des milieux habités, de leur transformation. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait pour une question posée un certain nombre de solutions standards qui automatiquement répondent au problème posé, ça fait partie des choses qui sont assez parallèles au fameux théorème du Caterpillar dont je parlais tout à l'heure. Cette automatisation en fait des solutions. Et qu'on constate tous les jours, qui non seulement en termes d'émotion et de sens en fait sont faibles, mais qui en plus sont peu efficaces parce qu'elles sont très peu contextuelles. Et quand je parle de contexte, je ne parle pas simplement de la question du site, des éléments physiques en fait qui sont en jeu, mais du contexte beaucoup plus général. Et je renvoie deuxième pont que je fais avec ce qui a été dit par cette question du travail collectif et du fait qu'un contexte, c'est aussi des gens qui font, c'est aussi des gens qui payent, c'est aussi des gens qui utilisent, c'est aussi ce que vous avez dit, je pense, très important, qu'on ne construit pas que pour des êtres humains, mais qu'il y a la question du vivant se pose de manière beaucoup plus large. C'est aussi des phénomènes naturels, c'est aussi des choses qu'on ne maîtrise pas, etc. Et cette contextualisation, de revenir en fait à une contextualisation beaucoup plus forte, déjà, intellectuellement, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'évidemment, la standardisation, c'est quand même quelque chose qui peut être très rentable, mais qui est très, très ennuyeux. Enfin, moi, je trouve ça... c'est absolument pas stimulant, quand vous avez des enfants, d'imaginer que, par exemple, alors, c'est pas toujours clair dans l'éducation aujourd'hui, mais qu'on les forme pas pour répondre de manière automatique une question, une réponse, quoi. Mais qu'il y a une part de questionnement, d'esprit critique, d'inventivité, de relation aux autres, qui fait qu'à un moment donné, on est constamment mis en fragilité, puis qu'on se réorganise. L'économie de moyens, c'est ça aussi. On se réorganise en fonction de ressources qui peuvent varier d'un moment à un autre, quoi. Donc ça, c'est la source, moi, me semble-t-il, d'inventivité et d'enthousiasme, en fait, parce que parfois on a un discours très négatif qui porte, je trouve, un regard dynamique vers le futur qui est très stimulant, quoi, cette question-là. Cette question, la contextualisation, donc contre la standardisation, et puis la question du travail collectif et de l'utilisation des ressources à disposition. Alors, dans le domaine qui est le mien, mais je pense que ça va aussi avec peut-être ce que pourraient dire mes collègues, mais grosso modo, il y a notamment cette question de la réutilisation qui est certes un peu presque banale maintenant, mais là je regardais tout à l'heure la publication que les éditions 205 ont fait sur le travail de nos hôtes, LFA, là, que je trouve magnifique, c'est essentiellement des transformations. Ça va avec la question de la lenteur, c'est-à-dire plutôt que de dire on va démolir puis après on va tout réinventer, cette idée qu'on bricole, quoi, au sens Lévi-Strauss du terme, c'est-à-dire on fait avec de manière extrêmement contextuelle précisément et de manière très réactive. Ça devient quelque chose de fondateur, de refondateur en fait, et je trouve ça moi très stimulant, enfin très, pour être positif, quoi, parce que sinon on est désespéré constamment du vertige que effectivement le contexte de production en général est pas très réjouissant. Donc il y a un moment donné, il faut trouver des raisons, non pas seulement d'espérer, mais non seulement de prendre plaisir, mais d'être aussi acteur de modalités différentes, alternatives, efficientes, et qui en plus amènent du plaisir et un certain bonheur, quoi. En fait, il faut quand même le dire, parce que sinon, voilà. Je suis bien d'accord. Ce qui est très intéressant dans le chemin que vous empruntez, là, Frédéric Bonnet, c'est que finalement, c'est le partage qui permet de sortir de l'enfermement propriétaire dont vous parlez, Lucile. Il y a cette question de la souveraineté technologique, hein, comment notre capacité en fait à choisir, à comprendre, à maîtriser les technologies que nous utilisons, et ben en fait est mise en péril. Et finalement, on arrive à se dire que on passe d'une économie qui est fondée sur la propriété à une économie de partage, de communauté,
Et j'aime beaucoup dans votre ouvrage, Frédéric Bonnet, vous écrivez que le propre de l'architecture, qu'elle soit vernaculaire ou savante, je vous cite, c'est de se coltiner les voisinages, les négociations, les mutualisations et les partages. Donc je vous interroge tous les trois, hein, vous répondez comme dans le sens que vous avez envie de saisir, mais construire sur cette hétérogénéité, chercher des alliances entre des facteurs qui peuvent paraître contradictoires. Est-ce que c'est une façon de faire en sorte que, là aussi, l'inversion ou le basculement, que nos pratiques enrichissent les lieux? Et finalement, est-ce que ce serait une manière de retrouver la confiance en notre capacité de faire sans nuire? Et ce plaisir que vous évoquez? Sans doute. Alors, il y a deux dimensions dans cette question de partage, je trouve. Il y a la dimension intellectuelle de faire ensemble, ce que vous avez évoqué quand même, il me semble, si j'ai bien compris, c'est effectivement le traducteur. Il y a toute une série d'acteurs, c'est-à-dire c'est exactement pareil pour l'architecture. L'architecte, c'est qu'un petit truc dans un ensemble très complexe. Donc cette question du faire ensemble, ça va très loin, c'est une ouverture vraiment très large sur des manières de travailler, ce qui oblige quand même à travailler sur les conditions du projet, parce que les conditions du projet, c'est-à-dire qui est à l'origine de la transformation et parfois de la commande du travail de l'architecte, sont aussi très standardisées. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut, avant de travailler sur l'architecture, travailler sur les conditions de l'architecture et donc sur la manière dont la commande est formulée collectivement, quel sens elle a, et donc faire de la politique, en gros. C'est ça que ça veut dire. Pas de la politique au sens je vote pour un tel ou l'autre, ça peut l'être, mais c'est pas uniquement ça. C'est de la politique au sens il y a des contradictions, on en discute, on est en amont, le plus en amont possible, on réintroduit des questions de société dans la formulation des questions. Et on se repose la question de comment on travaille ensemble, et avec qui, et dans quelle temporalité, etc. Ça, c'est évidemment, ça déplace, c'est une prise de risque, et ça déplace beaucoup la question des métiers. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est aussi fragilisé. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une prise de risque. Passionnante, mais c'est une prise de risque. Donc il y a cette question-là. Et la deuxième chose sur le partage, c'est de retrouver la capacité à ne pas dupliquer. Parce que les éléments de standardisation dupliquent les dispositifs. C'est-à-dire chacun a son dispositif propre. Et donc, il n'y a pas de mutualisation. Et souvent, ça veut dire que les trois quarts des espaces qu'on fait ne servent à rien, quoi. L'exemple typique, c'est la voiture. Parce qu'on dit toujours la voiture, c'est un problème avec des gaz à effet de serre. En fait, quand vous achetez une voiture, vous fabriquez 3 places de parking. La place de parking chez vous, la place de parking où vous travaillez et la place de parking où vous allez faire vos courses ou la danse du gamin, etc. Et donc, quelque part, rien que le fait d'acheter une voiture, vous avez artificialisé déjà une part conséquente en fait, de l'espace urbain, simplement parce que ces places, elles ne sont pas mutualisées, par exemple. Donc ça, c'est un exemple simple, et qui est un peu basique, qu'on sait à peu près traiter aujourd'hui, mais c'est systématique. C'est-à-dire la standardisation amène des solutions qui démultiplient l'énergie et l'espace artificialisé. Alors que la mutualisation, elle va réduire, en fait. Mais la mutualisation, elle demande de l'intelligence collective qui peut être soit spontanée, informelle, avec toutes les difficultés que ça pose. Tous les travaux qui ont été faits sur les communs montrent que c'est pas forcément si facile, en fait, de partager des choses et de s'organiser de manière informelle. Ça peut être aussi de manière plus formalisée, c'est-à-dire qu'il y a une inventivité juridique, contractuelle, qui est pas... c'est pas parce qu'elle est juridique qu'elle est quelque part mauvaise. Et donc, retrouver la capacité à s'organiser ensemble pour réduire finalement l'impact qu'on peut avoir sur le milieu et vraiment avoir des lieux communs réellement efficients, ça fait partie aussi des objectifs, enfin du travail à faire, quoi. Du travail à faire, de l'engagement à tenir. Voilà. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop complexe ma réponse, mais grosso modo, ça fait aussi écho, je pense, à ce qui a été dit là. Alors, sur la même question, je me retrouve bien sur la citation que vous citiez au tout début. Là, je ne le dirai pas comme ça, mais en fait ça fait sens. Moi, j'aurais pu faire mon projet de recherche sur
les librairies depuis mon ordinateur en faisant 250 entretiens en Zoom et ça coûtait pas très cher. J'avais l'impression de rencontrer des gens et j'étais dans mon bureau et je faisais quelque chose de très rapide. Là, ça m'a pris 4 ans. J'ai fait que des petits bouts de projet parce que mon choix, c'était de dire je fais pas du tout un grand projet labellisé avec du grand financement, avec des appels à projets et tout ça. J'ai fait que des micro-projets parce que je garde la main sur ce que je fais. Donc j'ai la maîtrise, moi, de ce que je veux faire. Et surtout, je vais faire... c'est la philosophie du voyage, en fait, hein, tout simplement. C'est que j'ai pris ma voiture, je suis allé rencontrer les libraires, je me suis garé devant chez eux. Ils me voyaient arriver. Et du coup, il y avait un aspect de rencontre humaine. J'ai pris le train, j'ai dormi dans le bus, ça a pris du temps. Et du coup, c'est comme dans nos voyages personnels, en fait. Hein. On regarde le paysage, on voit que c'est pas pareil, ça ressemble pas à chez nous. Et du coup, il y a la découverte d'un autre pays, il y a la découverte d'une autre culture. Et en découvrant... ça, c'est une grande découverte pour moi, finalement, c'est de me dire... Je pensais m'intéresser aux librairies. Et en fait, je découvre l'Europe. Je découvre la vie politique, je découvre des modes de consommation différents et des métiers différents, des cultures différentes. Donc, en parlant de la librairie, j'ai finalement découvert autre chose. Et je trouve que ça, c'est extrêmement important. Ça ne serait jamais arrivé si j'avais fait mes entretiens en Zoom. Là, finalement, j'ai dans les mains quelque chose qui est bien plus vaste et qui est bien plus riche en termes de production de connaissances, que si j'avais fait quelque chose d'hyper technologique. Donc, pour moi, c'est des petits projets, c'est du voyage pour garder de la liberté et arriver à faire quelque chose de nouveau qui rentre dans aucune case. Hein. L'agent comptable de l'université, il a du mal des fois à comprendre exactement comment les choses se sont passées. Moi, je voulais revenir sur cette notion de souveraineté technologique. Parce qu'en fait, elle peut vraiment être entendue de 2 points de vue qui sont presque un peu opposés l'un à l'autre. Notre gouvernement, actuellement, il se pose des questions de souveraineté technologique face à l'IA, face aussi aux bouleversements géopolitiques actuels, face aux histoires de drones qui popent un peu de partout. Enfin, ça, c'est l'échelle militaire et industrielle à laquelle se pose la question de souveraineté technologique à l'échelle d'un pays. C'est pas ma préférée, même si elle m'importe tout de même. Je crois qu'on en a besoin aussi. Mais celle qui m'importe davantage, c'est la définition de la souveraineté technologique inspirée de la notion de souveraineté alimentaire. C'est quand on vient parler des critères d'autonomie, de priorité qu'on va donner au local, de respect environnemental et de possibilité de choix d'outils culturellement et socialement adaptés. En fait, si on met ce prisme non plus sur qu'est-ce qu'on mange, mais sur quels sont les objets technologiques qu'on utilise dans notre quotidien, et je vais revenir du coup sur mon exemple, ce que je mentionnais tout à l'heure sur la question des outils pour faire les livres, en l'occurrence les outils pour faire la mise en page, en fait, on se rend compte que le modèle hégémonique actuellement, il ne rend pas du tout ça possible. Une fois que vous êtes en train d'utiliser la suite logicielle que j'ai citée plus tôt, vous n'avez plus de possibilité de faire autrement. Si vous avez été formé à cela, avec cette chaîne outils-là, vous ne savez pas le faire autrement. Donc, il y a... Voilà, notre question tout à l'heure, c'était aussi tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Bon, cette suite logicielle, elle est faite pour que vous alliez vite. Puis de plus en plus, en fait... Elle est formatée pour que très rapidement, et même sans avoir été particulièrement bien formé à la typographie ou au design graphique, vous puissiez très rapidement produire des choses qui sont propres. Mais du coup, ce faisant, vous devenez les usagers et vous devenez simplement... Vous êtes en train de travailler pour le logiciel que vous louez. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui se met en place dans le monde du design graphique et du design éditorial qui essaie de se réemparer de ces outils de production. Donc voilà, j'utilise des termes un peu marxistes. Il y a des gens qui décident d'appliquer au graphisme les principes qui viennent du logiciel libre et qui créent des outils. Alors il y en a qui bricolent et qui font des fanzines, et c'est super. Et puis il y en a qui font des livres et des catalogues pour le Louvre, et c'est super aussi.
Donc je voulais amener moi aussi un peu d'espoir dans nos constats de ce soir et dire que même en fait sur ces aspects techno, en fait il y a des initiatives qui se mettent en place et qu'il faut suivre, qu'il faut soutenir. C'est en effet oui des savoir-faire qui soient partageables et appréhendables. Merci de cette définition de la souveraineté technologique. On va conclure doucement pour laisser la parole à toutes et tous. J'aimerais, parce qu'en fait vous êtes tous les trois enseignants, j'aimerais qu'on parle pour conclure de ce lieu si particulier qu'est l'école. Parce qu'on a parlé ce soir de coopération et je me disais que dans un monde qui bascule des fois très brutalement, est-ce que l'école pourrait devenir un lieu d'apprentissage de cette coopération, un espace où on favoriserait la densité, la richesse des interactions entre élèves, mais aussi entre élèves et enseignants? Est-ce qu'on pourrait y apprendre peut-être les soft skills du travail collectif, l'écoute, l'empathie, la créativité, une école où la persistance des savoirs serait finalement plus importante qu'un enseignement descendant ou compétitif, une école où on ferait des liens, le levier du groupe, de sa viabilité, de son équilibre et de sa survie. Je ne sais pas qui a envie de commencer. Enfin, Frédéric, on en a... Non, on n'en a pas parlé, mais je crois que vous avez aussi un rapport à un rapport à la pédagogie freinée, ou en tout cas qui a quelque chose qui... Oui, moi j'ai la chance, je dis la chance parce que c'est plus du tout à la mode, mais c'était au départ des années 30, puis ça c'est à l'époque où j'étais enfant, ça existait de manière assez forte quand même. J'ai eu la chance d'avoir eu un enseignement primaire complètement freiné, très horizontal, très transversal, on allait faire des interviews, des films, Mon premier contact avec la production, c'est parce que j'avais 8 ans et qu'on allait dans une usine voir les ouvriers, qu'on les filmait, qu'on interviewait le directeur, la secrétaire, etc. Le mec qui faisait le marteau avec la machine qui était sourd, donc on ne pouvait pas parler parce qu'il était sourd, parce qu'il avait le marteau. Ça faisait déjà 20 ans qu'il avait le marteau qui tapait sur la faux. Là. Donc c'était très... À 8 ans, ça met tout de suite dans une ambiance particulière. Donc j'ai eu cette chance-là. Je ne sais pas si aujourd'hui, la capacité de l'éducation nationale à promouvoir, j'allais dire, ce type d'expérimentation reste relativement faible. Je pense que ça s'est affaibli, malheureusement. Là, tout à l'heure, je parlais d'espoir. Là, je pense que là, plutôt dans le désespoir. En plus, j'enseigne dans l'enseignement supérieur depuis maintenant très longtemps. On a maintenant des jeunes personnes qui arrivent de manière algorithmique dans ce qui est un truc absolument... moi, j'ai encore pas compris, parce que parfois, on peut s'interroger, il y a beaucoup de livres là-dessus, comment ça se fait qu'on ne réagisse pas à la question du réchauffement climatique. Je ne comprends pas comment, collectivement, on peut supporter qu'il y ait Parcoursup. En fait, c'est pour moi c'est un mystère, en fait. Donc, les gens arrivent, et souvent, ils sont là, pas tout à fait par hasard quand même, mais ils sont là un peu par accident. Et donc, c'est quand même une manière de considérer la question de la non-standardisation et de l'intérêt qui est absolument décisif aujourd'hui d'avoir des gens qui ont un esprit critique, qui ont une capacité d'invention et une capacité collective qui est absolument désastreuse. C'est-à-dire que c'est l'effet inverse qui est produit. Donc après, on rame en tant qu'enseignant assez modestement pour inverser le cours des choses et redonner en fait une dynamique critique forte, ce qui n'est pas évident et ce qui suppose aussi de s'interroger en permanence sur les conditions de l'enseignement. Je parlais tout à l'heure des conditions du projet ou de l'exercice d'un métier, mais c'est pareil pour l'enseignement. Donc être plus expérimentaux, plus horizontaux, avoir une transversalité beaucoup plus grande, donc ça veut dire ouvrir les champs disciplinaires. Donc moi, je pense qu'on n'invente pas tout le temps, mais on parlait des livres tout à l'heure et de la durée, c'est vous qui parliez de la durée et du temps. Il y a quand même des textes. Donc dans le bouquin, je cite par exemple Humboldt et Linné, qui pour moi, c'est pas très vieux, c'est 2 siècles et demi, mais quand même, par exemple, c'est des textes
qui montre une sorte de capacité à faire des liens entre des choses très différentes et d'émerveillement, en fait, de relations possibles entre des choses, parce que vous disiez sur interespèces, voilà, sur un niveau de complexité qui existe aussi dans la littérature contemporaine. Moi, je suis un grand amateur des livres d'Edgar Morin, mais grosso modo, sur cette capacité à être complexe, à prendre le risque de prendre ça, et ça, de les mettre en relation, de faire une expérience, etc. Ce qui réinterroge complètement la manière d'enseigner, quoi. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus que... Je parlais de statique versus dynamique, là, de réintroduire cette question dynamique dans l'enseignement, c'est un vrai challenge. Je trouve ça assez passionnant. Je pense que les générations jeunes... Enfin, je dis jeunes parce que ça fait longtemps que j'enseigne, donc maintenant je me rends compte que mes étudiants pourraient être mes petits-enfants, presque. Donc il y a quand même un gap générationnel fort. Ont très envie de ça. Je ne suis pas sûr que l'institution suive. Donc on est toujours dans le détournement, quoi. Et l'interactivité, enfin la proactivité, ce qui est bien, en fait. On est obligé de le faire, si on veut faire les choses correctement. Pour parler rapidement depuis un autre endroit, puisque moi j'enseigne à l'université, j'enseigne dans une faculté de design, et l'université, c'est normal qu'on reçoive plein d'étudiants, dont certains, ils sont venus parce qu'il y avait de la lumière, et qu'on leur a dit que c'était normal qu'après le bac, ils aillent en enseignement supérieur. Donc bon, il y en a, ça les réveille, ils vont faire des super parcours, et puis il y en a plein, passé le mois de décembre, ils ne reviennent pas en janvier. Malgré ce cadre qui est décrit comme ça et pas très enthousiasmant, comme j'ai la chance d'être dans une toute petite université, la plus jeune, la plus petite et la plus mal dotée de France métropolitaine, en fait, on arrive à faire des trucs super. On a remis en place du workshop à l'université. Je ne sais pas si vous imaginez, mais l'université, normalement, c'est un endroit où vous avez une occupation algorithmique des salles de TD, des salles de classe, et nous on réussit à faire 2 semaines avec les mêmes groupes, avec des gens qui vont rester, des intervenants externes qui vont rester pendant 1 semaine entière, voire les 2 semaines d'affilée. Et on arrive à faire ça, du coup, à la faculté de design de Nîmes. Je fais de la pub, mais j'aime mon université. Donc voilà, ça vient compléter le fait qu'il reste quand même les modèles pédagogiques classiques, du cours en amphithéâtre, qui peut être impressionnant, des cours TD plus classiques, méthodologiques, mais voilà, on mélange des choses, on expérimente des choses, et je crois que c'est en fait le secret de tout ça, et je trouve que ça fait écho à plusieurs choses qui ont été dites au cours de nos échanges ce soir. C'est la question de l'échelle. Si on peut le faire, c'est parce qu'on est petit. C'est pour ça qu'on arrive à expérimenter des choses de ces ordres-là. David, est-ce que... Je peux dire quelque chose? Oui, avec plaisir. Non, j'avais l'impression qu'on était un peu pris par le timing, mais je suis assez d'accord avec l'histoire de l'échelle et du petit. Moi, je vois beaucoup de collègues, enfin, je veux dire, cette question-là, tous les enseignants à l'université se la posent face à l'IA, bien sûr, aujourd'hui, mais finalement, cette question-là, elle se posait déjà avant. L'IA, elle la pose avec beaucoup d'acuité, mais la transformation des méthodes pédagogiques depuis 20 ans, elle est là, la question se pose. Donc, tous les universitaires, tous les enseignants à l'université se disent comment je dois changer mes méthodes pour pouvoir s'adapter. L'institution est peut-être pas très aidante, mais il y a beaucoup d'expérimentation, il y a beaucoup d'innovation. Moi, je suis assez confiant, en fait, par rapport à ça. Je vois beaucoup de choses qui changent. Je vois beaucoup de nouvelles méthodes pédagogiques. On aurait dit ça il y a 20 ans. On s'aurait dit, mais non, mais c'est pas possible. Qui vont vers le ludique, qui vont vers le jeu, qui vont vers la gamification, qui vont vers le... On fait des workshops, on fait des ateliers, on fait des hackathons. On change l'organisation des salles. On n'est plus dans un rapport... Il y a un sachant et puis il y a des étudiants qui vont prendre en note ce qu'on sait. Donc on ne s'assoit pas de la même façon dans la distribution spatiale du lieu. Je veux dire, tout ça, c'est en cours. Alors bien sûr, peut-être pas avec tout le monde, peut-être pas dans toutes les universités, il y a plus ou moins de lourdeur. Oui, bien sûr.
Mais en même temps, je trouve qu'à l'université, c'est un monde qui change complètement. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase. Je la cite toujours dans tous mes premiers cours. Je la cite. Et c'est une phrase qu'on attribue à Aristophane. Mais bon, on n'est pas très sûr que ce soit lui qui l'ait dite finalement. Il dit l'éducation, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et je trouve que ça, c'est moi quand je pense à cette phrase, mais ça me donne une énergie en tant qu'enseignant formidable parce que je me dis, mais oui, je vais amener des bûches, je vais faire des feux avec mes étudiants et eux aussi ils vont amener des bûches et on va faire des feux et ça va être réjouissant. Et cette phrase, c'est un vrai leitmotiv en tant qu'enseignant. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie d'échanger avec Lucie Lhôte, David Piovesan, Frédéric Bonnet, ou via le streaming, des micros peuvent circuler. Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais une question pour l'intervenant au milieu qui était libraire. Désolée, j'ai oublié votre nom. Mais je me demandais si vous aviez des exemples d'autres manières d'être libraire marquantes que vous avez découvertes quand vous avez visité tous les pays d'Europe que vous avez visités pour votre recherche. Oui, il faut vite que ça tourne là dans l'esprit pour pouvoir trouver. Oui, il y a plein d'idées. Je trouve le métier se renouvelle beaucoup sur la façon de valoriser les livres, sur ce qu'on pourrait appeler la scénographie intérieure ou la mise en espace. Et je trouve qu'il y a beaucoup de libraires qui ont été très inventifs en fait avec ça pour se sortir de l'enfermement par rapport au cycle et au flux de nouveautés qui est une grande tendance dans tous les pays en fait. Alors les échelles ne sont pas les mêmes. En Slovénie, il y a 2 millions d'habitants. Le flux de nouveautés, ce n'est pas 60 000 comme en France, bien sûr. Mais finalement, l'emprise du cycle de nouveautés, elle est là aussi, à leur échelle. Et donc les libraires sont très inventifs sur ça pour trouver des moyens pour pas mettre en valeur que des livres nouveaux, mais des catalogues anciens, des catalogues artistiques, pour pouvoir mettre en valeur de la poésie. Donc ils vont faire tourner les rayons. Alors il y a peut-être rien de révolutionnaire, mais de voir ces libraires qui bricolent, qui inventent, qui essayent, qui se renseignent. Tous les libraires que je voyais me posaient des questions. En me disant, mais comment on fait en France par rapport... on est confronté aux mêmes enjeux et finalement, comment ils font dans les autres pays. Et je trouve que ça c'est quelque chose qui m'a réjoui. De voir que tout le monde, finalement, tous ces libraires confrontés aux mêmes difficultés vont essayer de faire vivre, vont essayer de faire durer les livres différemment. Voilà. Il n'y a pas un exemple précis, parce que sinon, il y en a beaucoup. Mais c'est ça, je trouve, l'idée, moi, qui m'a vraiment... qui m'a réjoui, vraiment. Pas d'autres questions ? Donc, ce cycle Faire avec le monde, livre et architecture s'achève. Faire avec le monde, comme nous l'avons dit ce soir, c'est faire ensemble le monde. Et j'aimerais remercier les complices des éditions 205, Valérie Didier, Florian Fontpéry, Lou Herman, Indra Krasovgil de Cité Anthropocène, Laurent Graber et Antoine Trolla, architecte associé de LFA, Chloé Perrier et Elisabeth Sulmon et les collaboratrices et collaborateurs de l'agence, Marie Civile et Anaëlle Tonnet, nos amis d'Archipel, Maison de l'Architecture, que vous pouvez retrouver place des Terreaux, et Fabienne Gantin et Guilherme Pertuis de la librairie L'Œil Cacodilat, qui se trouve rue Auguste Comte, dans le 2e à Lyon. Les 3 tables rondes sont en écoute en podcast sur le site de Radio Anthropocène. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir.